N'avez-vous jamais rêvé de tout quitter, de vous évader loin de l'agitation du monde? Un havre de paix où ni les appels indésirables, ni les contraintes professionnelles ne pourraient vous atteindre? Aujourd'hui, nous vous invitons à un voyage au cœur des 50 lieux les plus reculés et inaccessibles de notre planète. Ce sont des endroits où la nature elle-même a érigé des barrières impénétrables, qu'elles soient de glace, d'eau ou de roche. Préparez-vous, car certains de ces recoins sont si éloignés de toute civilisation qu'ils vous feront redéfinir le sens même du mot solitude. Mais au fait, qu'est-ce qui rend un lieu véritablement isolé? Il ne s'agit pas seulement de kilomètres sur une carte, c'est un savant mélange de facteurs, un climat extrême, l'absence totale d'infrastructures routières, des restrictions politiques ou un paysage tout simplement inhospitalier. Nous parlons de lieux où le simple fait d'y accéder est déjà une aventure en soi, et y survivre un véritable défi. Alors, sans plus attendre, commençons notre incroyable odyssée. Alors, pour notre première plongée au cœur de l'isolement, l'archipel de Tristan da Cunha. Imaginez un peu ce nom. Il sonne comme tout droit sorti d'un roman de pirate, et pourtant c'est un endroit bien réel. Il s'agit officiellement de l'archipel habité le plus isolé de la planète. Pour vous donner une idée de son éloignement, imaginez, il n'y a pas d'aéroport, absolument aucun. Le seul moyen d'y arriver est de prendre un navire au Cap, en Afrique du Sud, et de naviguer 7 jours entiers sur les eaux agitées de l'Atlantique Sud. Et ce n'est pas une croisière de luxe avec des cocktails au bord de la piscine. Le plus souvent, il s'agit d'un navire de pêche ou d'un cargo. Quand vous atteignez enfin votre destination, vous êtes accueilli par l'unique établissement humain, portant le nom grandiose d'Édimbourg des Sept Mers. En réalité, c'est un minuscule village où vivent environ 250 personnes. Et voici le fait le plus fascinant. Presque tous sont apparentés, descendants de quelques familles seulement qui s'y sont installées il y a 200 ans. La vie y est entièrement régie par l'océan et les caprices de la météo. Les principales activités sont la culture de pommes de terre et la pêche au homard, ce dernier étant d'ailleurs leur principal produit d'exportation. Ce n'est pas juste de l'isolement, c'est tout un univers qui fonctionne selon ses propres lois, absolument unique. Après les vagues tumultueuses de l'Atlantique, cap sur le froid mordant du Grand Nord. Découvrez la station Alert au Canada. Bien plus qu'une simple localité, c'est le lieu habité en permanence le plus septentrional de toute la planète. Pour vous donner une idée, le pôle Nord n'est qu'à un peu plus de 800 km d'ici. On ne peut pas faire plus proche. Imaginez un endroit où, en hiver, le soleil ne se lève pas pendant des mois. C'est ce qu'on appelle la nuit polaire. Un noir absolu, un silence assourdissant, seulement brisé par la lumière des étoiles et les aurores boréales. Et l'été, à l'inverse, le soleil ne se couche jamais, tournoyant au-dessus de l'horizon 24 heures sur 24. Mais qui peuple ce royaume de glace? Ce ne sont pas des habitants ordinaires. La population d'Alerte est principalement composée de militaires et de scientifiques. Ils surveillent la météo et effectuent des interceptions radio. Ils ne sont qu'une poignée de dizaines de personnes. L'accès n'est possible que par avion militaire, et encore si la météo le permet. C'est un véritable avant-poste de l'humanité au sommet du monde, où l'isolement n'est pas qu'un mot, mais une réalité quotidienne. Et maintenant, de l'extrême nord, nous nous dirigeons vers le cœur de la Sibérie, un lieu au nom qui donne des frissons, Oymyakon. Si vous pensiez qu'Alerte était déjà glacial, alors accrochez-vous. Oymyakon est officiellement le pôle du froid de l'hémisphère nord. Le record de température officiellement enregistré ici est de 67,7 degrés Celsius. Mais les habitants racontent qu'il a fait encore plus froid, les thermomètres ne parvenant plus à enregistrer de telles valeurs. Pour que vous mesuriez ce que cela représente, c'est un froid qui change la physique même des choses. L'encre dans les stylos gèle, les batteries des téléphones rendent l'âme en quelques minutes. Les gens ne coupent pas le moteur de leur voiture pendant des heures, car si on l'éteint, impossible de la redémarrer. Et la fameuse expérience où l'eau bouillante lancée en l'air se transforme instantanément en un nuage de poussière glacée est ici une réalité quotidienne. Pourtant, des habitants vivent ici en permanence, environ 500 personnes.
les enfants vont à l'école, qui ne ferme ses portes que lorsque la température descend en dessous de 55 degrés. Ce lieu prouve que le mur le plus infranchissable n'est pas la distance, mais un climat extrême qui dicte chacun de vos pas. Quittons le froid polaire pour les sommets vertigineux. Direction les Andes péruviennes, vers la ville de la Rinconada. Ce n'est pas un simple village d'altitude. C'est la ville la plus haute du monde, perchée à plus de 5000 mètres au-dessus du niveau de la mer. Pour vous donner une idée, c'est plus haut que le sommet du Mont Blanc, la plus haute montagne des Alpes. Qu'est-ce qui pousse des dizaines de milliers de personnes à vivre dans de telles conditions inhumaines? La réponse est simple et vieille comme le monde, l'or. La Rinconada est la ville de la ruée vers l'or du XXIe siècle. L'air y est si raréfié que chaque inspiration est un véritable effort. Maux de tête et fatigue chronique sont la norme pour les nouveaux arrivants. Mais le plus choquant, ce sont les conditions de vie. La ville n'a ni égout ni eau courante. Les rues sont jonchées de détritus et la région est empoisonnée par le mercure, résidu de l'extraction artisanale du précieux métal. Les mineurs y travaillent selon un système brutal. Pendant 29 jours, ils triment gratuitement, et le 30e jour, ils sont autorisés à emporter autant de minerais qu'ils peuvent porter sur leurs épaules. Qu'il y ait de l'or ou de la roche stérile dans ce sac, c'est une pure loterie. C'est un lieu d'espoir désespéré, au bord du ciel, où chaque jour, des hommes et des femmes risquent leur vie pour une chance illusoire de richesse. Loin de l'air raréfié des Andes, plongeons dans le bleu infini de l'océan Pacifique. L'île de Pitcairn nous attend. Ce n'est pas un simple bout de terre, c'est une légende vivante, perdue dans le temps et l'espace. Son histoire a débuté avec l'une des mutineries les plus célèbres de l'histoire maritime, celle du HMS Bounty. En 1789, les mutins menés par Fletcher Christian, fuyant la justice britannique, découvrirent cette île déserte et y incendièrent leurs navires afin de ne jamais être retrouvés. Et ils y sont parvenus. Ils ne furent découverts que près de 20 ans plus tard. Aujourd'hui, l'île abrite une 50aine d'habitants, presque tous descendants directs de ces mutins et de leurs compagnes tahitiennes. C'est l'un des États les moins peuplés du monde. S'y rendre n'est pas une mince affaire. Il n'y a pas d'aéroport. Le seul lien avec le monde est un cargo qui y fait escale quelques fois par an. La vie s'y écoule lentement, au rythme de l'océan. C'est un monde minuscule, avec sa propre langue, ses propres lois et son histoire incroyable qui prend vie à travers chaque habitant de ce paradis isolé. Embarquons maintenant pour l'endroit le plus froid, le plus sec, le plus venteux et le plus élevé de toute la planète, le pôle sud en Antarctique. Notre destination, la station scientifique russe Vostok. Si Oymyakon est connue comme le pôle du froid pour les zones habitées, Vostok, elle, est la championne incontestée des températures extrêmes sur l'ensemble de la Terre. C'est ici qu'a été enregistrée la température la plus basse de l'histoire, moins 80,2 degrés Celsius. Dans de telles conditions, le gazole gèle et se transforme en gelée, tandis que l'acier devient aussi fragile que du verre. Un être humain ne peut pas survivre à l'air libre plus de quelques minutes, mais le plus surprenant n'est même pas cela. La station Vostok est érigée sur une calotte glaciaire de près de 4 km d'épaisseur. Et sous cette carapace de glace, maintenue dans l'obscurité et l'isolement le plus total depuis des millions d'années, se cache un lac subglaciaire gigantesque, le lac Vostok. Les scientifiques estiment que dans ces eaux pourrait subsister une forme de vie unique, totalement coupée du reste du monde. La station Vostok représente donc une double isolation. C'est un minuscule îlot de présence humaine au milieu d'un désert de glace, sous lequel se dissimule tout un monde perdu. Encore un changement de décor, de la glace à la verdure, mais le froid, lui, ne nous quitte pas. Bienvenue au Groenland, dans la ville au nom quasi imprononçable, Ittoqqortoormiit. C'est l'une des localités les plus isolées de l'hémisphère occidental. Située sur la côte est du Groenland, elle se trouve à l'entrée du plus grand et plus long système de fjords au monde. Le tableau est idyllique, n'est-ce pas? Mais cette beauté a son prix. 9 mois par an, la mer autour de la ville est prisonnière des glaces, coupant totalement Ittoqqortoormiit du monde extérieur par voie maritime. Le seul moyen d'accès durant cette période est l'hélicoptère.
reliant l'aéroport le plus proche à raison de quelques vols par semaine seulement, et à condition que la météo soit clémente. L'été, pendant quelques courts mois, la glace se retire et permet aux navires de ravitaillement d'accoster au port, apportant tout le nécessaire pour l'année à venir. Ici, la vie s'organise autour de la chasse et de la pêche. Les habitants, des Inuits, chassent le phoque, l'ours polaire et le bœuf musqué, perpétuant ainsi des traditions ancestrales vieilles de plusieurs siècles. C'est un lieu où la modernité côtoie étroitement les traditions millénaires, où le sens de la communauté et l'entraide ne sont pas de vains mots, mais une condition essentielle à la survie. Une nouvelle fois, nous sillonnons la moitié du globe pour nous retrouver sur l'une des îles les plus énigmatiques et isolées de la planète, l'île de Pâques, ou Rapa Nui comme l'appellent ses habitants. Ce minuscule triangle de terre, perdu au cœur du Pacifique, est un territoire chilien, bien que la côte chilienne se trouve à près de 4000 kilomètres. L'île habitée la plus proche, Pitcairn, que nous avons déjà mentionnée, est, elle aussi, à 2000 kilomètres. C'est littéralement un point perdu au milieu d'une immensité océanique, mais sa renommée ne tient pas qu'à son isolement. Le monde entier connaît l'île de Pâques grâce à ses gardiens de pierre silencieux, les Moai. Des centaines de statues gigantesques, taillées dans le tuf volcanique, sont éparpillées un peu partout sur l'île. Qui les a créées? Comment ces géants de plusieurs tonnes ont-ils été transportés et érigés, et pourquoi leur production s'est-elle soudainement interrompue? Ces questions ne cessent de captiver les esprits des scientifiques et des explorateurs. Le destin de l'ancienne civilisation de Rapa Nui est une histoire édifiante, celle d'une société qui, en totale isolation, a pu atteindre des sommets incroyables avant de connaître un déclin abrupt dû à l'épuisement de ses ressources. Aujourd'hui, l'île de Pâques est un musée unique à ciel ouvert, où chaque pierre garde un secret et où le vent de l'océan murmure des histoires de grandeur passée. Maintenant, quittons le Pacifique pour nous diriger vers l'océan Indien, au large des côtes africaines. C'est l'archipel de Socotra, rattaché au Yémen, qui nous y attend. Ce lieu est si unique qu'on le surnomme souvent les Galapagos de l'océan Indien. Grâce à son long isolement géologique, la nature y a suivi une voie évolutive tout à fait singulière. Un tiers de la flore locale est endémique, introuvable ailleurs sur Terre. Les paysages de Socotra semblent tout droit sortis d'une toile de peintre surréaliste ou d'un décor de film fantastique. Le symbole le plus emblématique de l'île est, bien sûr, l'arbre à sang de dragon. Avec son tronc épais et sa canopée, évoquant un champignon géant ou un parapluie retourné, il ressemble à une créature venue d'un autre monde, et sa sève, une résine rouge épaisse, est justement appelée sang de dragon. Mais l'île recèle d'autres merveilles, des arbres-bouteilles au tronc gonflé, des arbres à concombre et une multitude d'autres espèces endémiques. Accéder à Socotra n'a jamais été simple, et l'instabilité politique de la région a rendu l'île encore plus inaccessible ces dernières années. C'est un véritable monde perdu, un écosystème fragile qui a miraculeusement survécu jusqu'à nos jours. Après avoir abordé l'isolement naturel, nous nous tournons vers un autre type, celui créé par l'homme, cette fois-ci dans un but de protection. Nous partons au cœur de la jungle amazonienne brésilienne, dans la vallée du Javari. Ce n'est pas une destination touristique. L'accès y est quasiment impossible, et ce n'est d'ailleurs pas souhaitable. Ce territoire, vaste comme l'Autriche, abrite la plus grande concentration de tribus non contactées au monde. Selon les estimations des experts, environ 2000 Amérindiens y vivent, répartis en au moins 14 tribus différentes, n'ayant jamais eu le moindre contact avec notre civilisation. Ils mènent une vie identique à celle de leurs ancêtres il y a des milliers d'années. Ils chassent avec des arcs et des flèches, construisent des huttes à partir de branches et de feuilles et parlent leur propre langue. Le gouvernement brésilien applique une politique de stricte isolation de cette région. Tout contact y est formellement interdit. Et cela n'a rien à voir avec la création d'un quelconque zoo humain. C'est avant tout pour leur protection. Ces peuples n'ont aucune immunité face à nos maladies. Une simple grippe ou la rougeole pourrait anéantir une tribu entière. La vallée du Javari est un rappel poignant que notre planète recèle encore des recoins intouchés par le monde moderne.
C'est un fragment vivant des temps préhistoriques que nous avons le devoir absolu de préserver. Une fois de plus, nous laissons derrière nous la chaleur des tropiques pour affronter les vents glacials. Notre chemin nous mène loin vers le sud, dans l'océan Indien, jusqu'à l'archipel de Kerguelen. Les marins français qui l'ont découvert l'ont surnommé les îles de la désolation, un nom qui lui colle à la peau. Et pour cause. Kerguelen est l'un des archipels les plus isolés de la planète. 2000 kilomètres le séparent du continent le plus proche, l'Antarctique. L'Afrique ou l'Australie sont encore plus lointaines. La météo y est franchement hostile. Des vents tempétueux et incessants, baptisés les 50e hurlants, soufflent quasiment sans répit. Les arbres, ici, ne peuvent tout simplement pas pousser. Le paysage est rude, volcanique, couvert d'une végétation rare et éparse. Mais cette terre n'est pas morte pour autant. C'est un véritable royaume pour les oiseaux et mammifères marins. D'immenses colonies de manchots, d'albatros, d'éléphants de mer et d'otaries y résident. Et qu'en est-il de la présence humaine? Il n'y a pas de population permanente. Seuls des scientifiques et du personnel technique séjournent sur l'unique base scientifique, Porto-Français. Leur nombre varie de 50 à 100 personnes selon la saison. Ils y étudient la géologie, la biologie et l'atmosphère de ce coin unique, mais si inhospitalier, de la Terre. De retour en Amérique du Nord, nous quittons les sommets pour plonger dans les profondeurs les plus insoupçonnées. C'est là que se trouve le village de Supai, en Arizona, aux États-Unis. On pourrait se demander, qu'y a-t-il de vraiment isolé aux États-Unis, pays des autoroutes et de la technologie de pointe? Mais Supai représente un cas absolument unique. Ce village est la capitale de la réserve indienne de la tribu Havasupai, et il est niché tout au fond du Grand Canyon. Oui, vous avez bien entendu, au fond même de l'un des plus grands canyons du monde. Aucune route carrossable ne mène à Supai. Il n'y a que 3 façons d'atteindre Supai: descendre à pied, ou à dos de mulet, par un sentier escarpé de 8 miles, ou bien arriver en hélicoptère. Cela en fait la localité habitée la plus isolée des États-Unis continentaux. C'est également le seul endroit du pays où le courrier est encore acheminé à dos de mulet. Chaque jour, une caravane de mulets descend et remonte le sentier, transportant lettres, colis et provisions vitales pour les habitants du village. Le site est surtout réputé pour ses incroyables cascades d'eau turquoise qui offrent un contraste saisissant avec les roches rouges du canyon. Supai est un véritable oasis de vie et de culture, précieusement conservé au cœur de ce géant de pierre. Après avoir exploré les profondeurs du canyon, nous nous tournons à nouveau vers les plus hauts sommets. Mais cette fois, ce que nous allons découvrir est un lieu inaccessible, non pas en raison de son éloignement, mais à cause d'un interdit. Découvrez le Gangkhar Puensum, une montagne située au Bhoutan. Elle culmine à 7570 mètres d'altitude. À première vue, ce n'est pas le plus haut sommet de l'Himalaya. Il en existe de plus imposants. Pourtant, cette montagne jouit d'un statut unique, c'est le plus haut sommet invaincu du monde. Et il est fort probable qu'elle le restera pour toujours. Pourquoi? La raison en est simple. Au Bhoutan, les montagnes sont considérées comme les demeures sacrées des divinités. En 1994, le gouvernement du pays, par respect pour les croyances locales, a interdit l'alpinisme sur les sommets de plus de 6000 mètres d'altitude. Puis, en 2003, cette interdiction est devenue totale. Toutes les expéditions qui avaient tenté de gravir le Gangkhar Puensum auparavant avaient échoué, soit à cause des intempéries, soit en raison de cartes imprécises. C'est ainsi que ce sommet est resté inviolé. Il se dresse, drapé de nuages et de légendes, tel un symbole du respect de la nature et des traditions ancestrales. C'est un lieu où l'accès est refusé à l'homme, non par la rudesse des conditions, mais par sa propre volonté de préserver en ce monde quelque chose de sacré et d'inviolable. Prenons la direction de l'Asie, vers un endroit resté pendant des décennies une véritable terra incognita sur la carte. Il s'agit du district de Maydog, situé dans la région autonome du Tibet, en Chine. Coincé entre les plus hauts sommets de l'Himalaya, il est entouré de jungles impénétrables et de rivières tumultueuses. Pendant des siècles, cet endroit fut presque entièrement coupé du monde extérieur.
Les seules voies d'accès étaient des sentiers de montagne périlleux, impraticables la majeure partie de l'année à cause de la neige. Un trajet à pied prenait des semaines. En raison de cet isolement, Médog était surnommé le dernier district de Chine sans route. Le gouvernement chinois a entrepris de nombreuses tentatives pour y construire une route, mais à chaque fois, les forces de la nature prenaient le dessus. Glissements de terrain, avalanches et coulées de boue détruisaient systématiquement tout ce qui était construit. Ce n'est qu'en 2013, après des décennies de lutte acharnée contre la nature, que la route a finalement été inaugurée. Mais même aujourd'hui, se rendre à Médog reste une véritable aventure. La route est souvent impraticable et le trajet lui-même demeure dangereux. Cependant, ceux qui parviennent à y accéder découvrent une région unique, à la biodiversité exceptionnelle, où les plantes tropicales côtoient les sommets enneigés. De nouveau en mer, cette fois, cap sur l'île la plus solitaire de la planète. Si Tristan da Cunha est l'île habitée la plus isolée, l'île Bouvet est, quant à elle, l'île inhabitée la plus reculée. Ce petit rocher norvégien, perdu dans l'Atlantique Sud, est la quintessence même de l'isolement. La terre la plus proche, une portion inhabitée du littoral antarctique, se trouve à 1700 km. Quant à la première agglomération, le Cap, il faut compter 2500 km. L'île est recouverte à près de 93% par un épais glacier qui plonge dans l'océan, formant des falaises abruptes. Y débarquer est incroyablement difficile. Les tempêtes incessantes et les icebergs rendent l'approche de l'île extrêmement périlleuse. Il n'est donc pas surprenant qu'elle n'ait été visitée qu'une poignée de fois au cours de son histoire. Mais ce lieu recèle un lourd secret. En 1964, une chaloupe de sauvetage abandonnée fut découverte sur l'île. Qui étaient ces gens? Comment sont-ils arrivés là et quel fut leur sort? À ce jour, aucune réponse n'a été trouvée. L'île Bouvet demeure un lieu froid, inhospitalier et absolument inanimé, gardien de ses secrets de glace. De l'isolement naturel, nous voilà transportés vers un isolement d'une autre nature, celui que l'homme a bâti dans son désir d'être plus près de Dieu. Nous sommes en Grèce, dans un lieu appelé les Météores. Ce nom, qui signifie en grec « suspendu dans les airs », décrit à la perfection ce que vous allez découvrir ici. Au sommet de rochers gigantesques et abrupts, tels des piliers de pierre, se dressent d'anciens monastères orthodoxes. Comment des hommes ont-ils pu construire ces édifices, perchés à des centaines de mètres de hauteur, totalement coupés du monde d'en bas? Pendant des siècles, le seul moyen d'accéder à ces monastères était par des échelles de bois amovibles ou de grands filets dans lesquels moines et pèlerins étaient hissés à l'aide d'un treuil. L'ascension dans un tel filet était une véritable épreuve de foi. Comme le disaient les moines eux-mêmes, les cordes ne sont changées que lorsque le Seigneur veut bien qu'elles rompent. Cette inaccessibilité garantissait aux moines la solitude nécessaire à la prière et une protection efficace contre les brigands. Aujourd'hui, des escaliers et des ponts ont été aménagés pour faciliter l'accès à certains monastères. Pourtant, même ainsi, en contemplant ces demeures suspendues dans le ciel, on ressent leur détachement originel, leur profonde sérénité, loin du tumulte du monde. De retour en Antarctique, mais cette fois-ci, direction son coin le plus animé. La station McMurdo n'est pas qu'une simple base scientifique, c'est en fait la ville la plus australe de la planète. C'est le plus grand centre habité du continent blanc, géré par les États-Unis. En été, la population de McMurdo peut dépasser le millier de personnes, tandis qu'en hiver, environ 250 nivernants y restent. On y trouve tout le nécessaire pour vivre. Des dortoirs, des laboratoires scientifiques, une cantine, une salle de sport, un hôpital et même un bar. La station possède même son propre aérodrome, construit directement sur une plateforme de glace, capable d'accueillir de gros avions de transport. Pourtant, où est donc l'isolement? Mais il ne faut pas s'y tromper. McMurdo est au bout du monde. Au-delà, ce sont des milliers de kilomètres de désert de glace sans vie. En hiver, pendant la nuit polaire, la station est complètement coupée du monde. Plus aucun avion, ni navire n'y accède. Les hivernants se retrouvent ainsi en totale isolation pendant de longs mois. C'est une communauté unique de scientifiques, de techniciens et de personnel de soutien,
vivant et travaillant dans l'un des endroits les plus extrêmes de la Terre. Parlons maintenant d'un lieu dont l'isolement n'est pas seulement géographique, mais aussi conceptuel. Il a été conçu pour survivre à la fin du monde. Nous nous rendons dans l'archipel norvégien du Svalbard pour y découvrir la réserve mondiale de semences du Svalbard, populairement surnommée le coffre-fort de l'Apocalypse. Elle est enfouie à 120 mètres de profondeur, au cœur d'une montagne, dans le permafrost. C'est la banque la plus sécurisée du monde. Mais elle ne renferme ni argent ni or, mais quelque chose de bien plus précieux, les semences de toutes les cultures agricoles existantes sur la planète. À ce jour, elle contient plus d'1 million d'échantillons venus du monde entier. L'idée est simple. En cas de catastrophe planétaire, guerre nucléaire, chute d'astéroïdes, changement climatique brutal, et si certaines plantes venaient à disparaître, l'humanité pourra les restaurer en puisant des échantillons dans ce dépôt. Ce lieu n'a pas été choisi au hasard. Le Svalbard est géologiquement stable, et son permafrost agit comme un réfrigérateur naturel, capable de préserver les graines même en cas de coupure d'électricité. C'est une sorte d'arche de Noé végétale, un bunker silencieux et glacial, détenant la clé de la survie future de notre espèce. Du froid le plus rigoureux à la fournaise naturelle la plus torride. Nous sommes en Éthiopie, dans le désert du Danakil. Ce lieu est souvent décrit comme l'endroit le plus hostile de la planète, et ce n'est pas sans raison. Premièrement, c'est l'un des lieux les plus chauds du globe. La température annuelle moyenne dépasse les 34 degrés Celsius, et en plein été, elle franchit allègrement les 50 degrés. Deuxièmement, c'est l'un des points les plus bas du globe, la majeure partie de son territoire se situant sous le niveau de la mer. Et troisièmement, c'est l'un des endroits les plus géologiquement actifs. La Terre y respire littéralement. Les paysages du Danakil sont véritablement d'un autre monde. Vous y découvrirez des volcans en activité crachant de la lave, des étendues de sel à perte de vue, et des sources sulfuriques acides qui colorent le sol de nuances incroyables de jaune, de vert et d'orange. L'air est imprégné de vapeurs toxiques, et pourtant des êtres humains y subsistent, le peuple Afar. Depuis des siècles, ils extraient le sel de ce désert, le découpant en blocs de la surface des lacs asséchés pour l'acheminer par caravanes de chameaux. C'est un endroit où la beauté et le danger mortel se mêlent inextricablement, donnant naissance à l'un des paysages les plus inhospitaliers, mais aussi les plus envoûtants de notre planète. Et maintenant, nous allons nous rendre vers un point sur la carte qui pourtant n'existe pas vraiment. Ce n'est ni une île, ni un continent, ni une ville. C'est le point Nemo. Son nom officiel est le pôle océanique d'inaccessibilité. C'est un endroit situé dans le sud de l'océan Pacifique, le plus éloigné de toute terre émergée. Imaginez un instant, vous vous trouvez à cet endroit, jusqu'à la terre la plus proche, que ce soit l'île Ducie de l'archipel des Pitcairn, l'îlot Motunui, près de l'île de Pâques, ou l'île Maher, au large des côtes de l'Antarctique. Il faut parcourir très exactement 2188 km, quelle que soit la direction. Autour de vous, il n'y a que l'océan infini et désert. La probabilité de croiser un navire y est quasi nulle. Et voici le plus étonnant, très souvent, les êtres humains les plus proches du point Nemo sont les astronautes. Oui, lorsque la Station spatiale internationale ISS survole cette zone, elle se trouve à seulement 400 km d'altitude. C'est bien plus proche que n'importe quelle terre. C'est pourquoi le point Nemo est utilisé comme un véritable cimetière spatial. Les vieux satellites et les stations spatiales sont désorbités de sorte que leurs débris retombent précisément ici, à l'endroit le plus reculé et inhabité de la planète. Nous revoilà dans l'Atlantique, cap sur l'île de Sainte-Hélène. Ce petit bout de terre volcanique est si isolé qu'il fut choisi comme geôle idéale pour l'homme le plus redouté de son époque, Napoléon Bonaparte. Suite à sa défaite de Waterloo, il y fut exilé, précisément pour qu'il ne puisse jamais réitérer son évasion de l'île d'Elbe. Et le pari fut gagnant. L'île est située à 2000 km des côtes africaines et à près de 3000 de l'Amérique du Sud. Pendant des siècles, le seul lien avec le monde extérieur fut le Royal Mail Ship, qui assurait la liaison depuis le Royaume-Uni et l'Afrique du Sud. Le périple durait des semaines,
Cette isolation perdura jusqu'en 2017, date à laquelle un aéroport y fut enfin inauguré. Cependant, même aujourd'hui, les vols restent rares et l'atterrissage est réputé l'un des plus délicats au monde en raison de ses vents de travers puissants. L'île a su préserver son atmosphère singulière, mélange de culture britannique et de douce insularité. C'est un lieu riche d'histoire, qui commence tout juste à s'ouvrir au monde après des siècles d'isolement. Cap sur le Moyen-Orient, en Iran, c'est l'ancienne ville de Bam qui nous attend, nichée au cœur du désert. Son isolement ne réside pas tant dans la distance que dans le temps et la puissance des éléments. Bam fut autrefois un oasis crucial sur la mythique route de la soie. Son cœur battant est Arg-e-Bam, une citadelle gigantesque entièrement bâtie en briques de terre crue il y a plus de 2000 ans. Ce fut une cité florissante, renommée pour ses étoffes et ses dattes exquises. Mais en 2003, une tragédie s'abattit sur la ville. Un tremblement de terre d'une violence inouïe raya quasiment la cité de la carte, emportant la vie de dizaines de milliers de personnes et détruisant plus de 80% de cette citadelle millénaire. L'histoire de Bam semblait alors toucher à sa fin, mais un miracle se produisit. Le monde entier répondit à l'appel de détresse, lançant l'un des plus vastes projets de restauration de l'histoire. Aujourd'hui, grâce au travail minutieux et à la passion de spécialistes du monde entier, la citadelle renaît progressivement de ses cendres. Visiter Bam, c'est bien plus qu'une simple excursion, c'est un véritable voyage dans le temps. Vous ne contemplez pas de simples murs anciens, mais un symbole éclatant de l'incroyable résilience de l'esprit humain, capable de triompher à la fois de la force dévastatrice de la nature et de l'oubli du temps. Nous allons maintenant nous élever vers le toit du monde. C'est le plateau du Changtang, au cœur du haut plateau tibétain, qui nous attend. Plus qu'un simple plateau, c'est une vaste région d'altitude qui s'étend sur des centaines de kilomètres, couvrant une partie du Tibet et du Ladakh indien. Son altitude moyenne avoisine les 400 mètres au-dessus du niveau de la mer. C'est un désert froid, balayé par les vents, où les hivers durent 9 mois et où le sol est figé par le permafrost. Les paysages du Changtang sont rudes mais captivants par leur beauté brute et immaculée, des steppes à perte de vue, des lacs salés d'une clarté cristalline et des sommets enneigés à l'horizon. On pourrait croire que la vie y est impossible. Pourtant, il n'en est rien. Y vivent des nomades, appelés les Changpa. Ils sont parmi les rares à avoir su s'adapter à ces conditions extrêmes. Pendant des siècles, ils ont fait paître leurs yaks et leurs chèvres cachemire, se déplaçant avec leurs troupeaux à la recherche de maigres pâturages. Leur mode de vie n'a pratiquement pas changé depuis des centaines d'années. Ils vivent en parfaite harmonie avec la nature, loin de l'agitation du monde moderne. Le Changtang est l'un des derniers endroits sur Terre où l'on peut encore observer un mode de vie nomade authentique dans toute sa beauté brute et sa rigueur. Retour dans le Pacifique pour découvrir un minuscule atoll appelé Palmerston. Il fait partie des îles Cook, mais son histoire est tellement unique qu'elle mérite qu'on s'y attarde. L'atoll lui-même est constitué de plusieurs minuscules îlots, ou motus, qui encerclent une lagune. Sa superficie terrestre totale n'est que de 2 km², mais le plus surprenant reste sa population. Environ 60 personnes y vivent, et la quasi-totalité d'entre elles descendent d'un seul homme. C'est en 1863 qu'un charpentier et tonnelier anglais, William Masters, est arrivé sur cet atoll, alors inhabité, accompagné de ses 3 épouses polynésiennes. Il a divisé l'atoll en 3 parcelles, une pour chacune de ses familles, et depuis lors, ces terres sont transmises de génération en génération. Tous les habitants de l'île portent d'ailleurs le nom de famille Masters. L'île ne compte ni magasin ni banque. L'argent y est pratiquement inutilisé, le troc étant la principale forme d'échange. Leur unique lien avec le monde extérieur se limite à de rares cargos qui font escale 2 ou 3 fois par an. C'est un exemple incroyable de micronation, fondée par un seul homme qui perdure en totale autarcie au milieu de l'océan selon ses propres lois. Maintenant, direction Madagascar, mais pas pour les plages idylliques et les lémuriens habituels. Notre objectif,
le parc national des Tsingy de Bemaraha. En malgache, Tsingy signifie littéralement « là où l'on ne peut pas marcher pieds nus », et c'est sans doute la description la plus douce que l'on puisse faire de ce paysage. Le parc se compose d'un gigantesque plateau calcaire que des millions d'années d'érosion ont sculpté en une véritable forêt de pierres. C'est un labyrinthe de pics karstiques acérés comme des lames de rasoir, de gorges profondes et de grottes mystérieuses. S'y aventurer est incroyablement difficile et dangereux. Le moindre faux pas peut entraîner des blessures graves, voire mortelles. C'est justement cette inaccessibilité qui a fait des Tsingy un sanctuaire unique pour de nombreuses espèces animales et végétales rares. Ici, dans ce dédale minéral, se cachent lémuriens, oiseaux et reptiles, dont beaucoup sont endémiques à l'île. Pour permettre aux visiteurs d'admirer cette merveille naturelle sans mettre leur vie en péril, des ponts suspendus et des sentiers sécurisés ont été aménagés. Malgré cela, la majeure partie de cette forêt de pierres demeure une zone sauvage et absolument impénétrable, l'un des paysages les plus inhospitaliers et difficiles d'accès de notre planète. Nous partons maintenant pour la pointe australe de l'Amérique du Sud, vers la ville argentine d'Ushuaia. Elle est souvent surnommée El Fin del Mundo, littéralement le bout du monde. Et ce n'est pas qu'une simple métaphore. Ushuaia est officiellement considérée comme la ville la plus australe de la planète. Elle est située sur l'île de la Terre de Feu, nichée entre les sommets enneigés des Andes et les eaux glaciales du canal Beagle. Au-delà, il n'y a que l'Antarctique. À l'origine, Ushuaia n'était qu'un poste missionnaire avant de devenir une colonie pénitentiaire pour les criminels les plus dangereux d'Argentine. Le gouvernement estimait qu'il était tout simplement impossible de s'échapper d'un endroit aussi isolé. Aujourd'hui, c'est un centre touristique dynamique. De là, des navires de croisière partent pour l'Antarctique. Mais le sentiment du bout du monde est resté intact. Son climat rigoureux, ses vents violents et la conscience qu'au sud, il n'y a que le continent glacé, créent ici une atmosphère tout à fait particulière et incomparable. C'est la porte d'entrée de l'Antarctique, le dernier avant-poste de la civilisation avant les étendues infinies de l'océan austral. Partons pour l'Asie, dans un endroit un peu surprenant, le détroit de Taïwan, les îles Penghu. Cet archipel de 90 îles et îlots est situé entre Taïwan et la Chine continentale. Son isolement est plus climatique et culturel que géographique. Ce qui marque Penghu avant tout, c'est le vent. Des vents de mousson puissants soufflent ici presque toute l'année, façonnant non seulement le paysage, mais aussi le caractère de ses habitants. En raison de ces vents, les arbres de haute taille sont rares et les maisons sont traditionnellement bâties en pierre de corail pour résister aux éléments. Mais le vent a également sculpté la principale attraction de l'archipel, des formations géologiques uniques. Composées de basalte, les îles ont vu, au fil de millions d'années d'érosion, la lave solidifiée se transformer en colonnes hexagonales géantes, parfaitement formées, qui plongent à pic dans la mer. Ce spectacle n'est pas sans rappeler la célèbre chaussée des géants en Irlande. La culture de Penghu est elle aussi singulière. C'est un mélange de traditions chinoises et maritimes, avec ses temples anciens dédiés à la déesse de la mer et sa cuisine inimitable. C'est un lieu où, depuis des siècles, la nature et l'homme ont appris à vivre en harmonie. Aujourd'hui, nous partons en Russie, dans le Caucase du Nord, un lieu empreint de mystères et de superstitions. Ce lieu, c'est Dargavs, en Ossétie du Nord, plus connu sous le nom de Ville des Morts. Il est situé dans un défilé montagneux reculé, à l'écart des grands axes routiers. Les versants du défilé sont jalonnés de dizaines de sépulcres en pierre aux toits étagés caractéristiques. On en compte une centaine au total. C'est une ancienne nécropole où les Alains, ancêtres des Ossètes modernes, enterraient leurs morts du XIVe au XVIIIe siècle. Ces sépulcres abritent encore les restes momifiés de milliers de personnes. Ce lieu est entouré de nombreuses légendes. L'une d'elles raconte que, lors des épidémies de peste, des familles entières, afin de ne pas contaminer leurs voisins, s'enfermaient volontairement avec les derniers survivants dans leurs sépulcres familiaux et y mouraient. Depuis des siècles, les habitants locaux ont évité ce lieu, craignant que quiconque oserait troubler le repos des morts ne reviendrait jamais vivant. Aujourd'hui, Dargavs est un monument historique unique.
mais son emplacement reculé et son aura mystique continuent de créer une sensation d'isolement total du monde des vivants. De retour dans les étreintes glaciales de l'Antarctique, nous nous dirigeons cette fois vers le lieu le plus singulier du continent, l'île de la Déception. Son nom, qui signifie tromperie, est on ne peut plus approprié. Au premier abord, elle ressemble à n'importe quelle île antarctique recouverte de neige et de glace. Pourtant, sous cette façade banale se cache une caldeira, le gigantesque cratère d'un volcan toujours actif. L'île, en forme de fer à cheval, est percée d'un côté par un étroit chenal qui s'enfonce au cœur de la caldeira inondée. C'est l'un des rares ports naturels de l'Antarctique, offrant aux navires un abri précieux contre les tempêtes. Pourtant, cette protection est des plus trompeuses. Au XXe siècle, elle a abrité des bases baleinières et des stations scientifiques. Mais à la fin des années 60, le volcan s'est réveillé avec fureur. Plusieurs éruptions puissantes ont anéanti toutes les installations, forçant les hommes à abandonner l'île à jamais. Aujourd'hui, Déception est une véritable ville fantôme. Les vestiges rouillés de la base baleinière, figés sous les cendres volcaniques, composent un paysage digne d'une fin du monde. Mais l'activité géothermique du volcan réserve une dernière surprise. Elle réchauffe l'eau du rivage, permettant ainsi aux touristes les plus audacieux de s'offrir une baignade insolite dans les eaux antarctiques. C'est un lieu unique où la glace et le feu se livrent un combat éternel. Plongeant au cœur de la péninsule arabique, dans le désert du Roub al-Khali, son nom signifie littéralement « le quartz vide », et ce n'est pas un euphémisme. Ce désert couvre un quart de la superficie totale de la péninsule et figure parmi les plus grands déserts de sable au monde. C'est une mer de sable où les dunes peuvent atteindre 300 mètres de hauteur. Les pluies y sont quasi inexistantes et les températures estivales peuvent dépasser les 55 degrés à l'ombre, si tant est qu'on puisse en trouver. Pendant des siècles, le Roub al-Khali fut considéré comme absolument infranchissable. Même les Bédouins s'en tenaient éloignés. Les explorateurs européens la surnommèrent le cœur vide de l'Arabie. Ce n'est qu'au milieu du XXe siècle que l'explorateur britannique Wilfred Thesiger réussit à la traverser à 2 reprises, ses périples devenant légendaires. Sous ces sables se cachent d'énormes réserves de pétrole, mais la majeure partie du désert demeure encore sauvage et inhabitée. C'est l'un des derniers grands espaces inexplorés de la planète, un lieu de silence et de quiétude absolue, où l'être humain se sent minuscule, une simple poussière dans un océan de sable infini. Plongeons une nouvelle fois dans l'histoire fascinante de la mutinerie du Bounty. Rendons-nous sur l'île de Norfolk, un territoire australien niché dans l'océan Pacifique, entre l'Australie et la Nouvelle-Zélande. Quel rapport avec le Bounty, vous demandez-vous? La raison est simple. Au milieu du XIXe siècle, l'île de Pitcairn, dont nous avons déjà parlé, était devenue trop petite pour la communauté grandissante des descendants des mutins. Le gouvernement britannique leur proposa alors de s'installer sur Norfolk, une île qui abritait auparavant un bagne des plus redoutables. C'est ainsi que la quasi-totalité de la population de Pitcairn déménagea vers cette nouvelle île, beaucoup plus vaste. Aujourd'hui, la majorité des habitants de Norfolk sont les descendants directs de ces pionniers. Ils parlent encore une langue unique, le norfolk, un mélange fascinant d'anglais du XVIIIe siècle et de tahitien. L'île a su préserver sa culture distinctive, ses traditions et même son propre système de gouvernement, radicalement différent de celui en vigueur en Australie. C'est un autre témoignage de la légendaire histoire du Bounty, un lieu qui, grâce à son isolement, a pu conserver son identité unique pendant 1 siècle et demi. Cap sur l'extrême nord de l'Australie, la péninsule du Cap York, c'est l'un des derniers territoires véritablement sauvages et préservés du continent. Sa superficie est équivalente à celle de la Grande-Bretagne, mais la péninsule ne compte qu'environ 18 000 habitants permanents, dont la majorité sont des aborigènes. La péninsule est une mosaïque de forêts tropicales, de savanes, de marécages et de rivières grouillant de crocodiles. Les routes y sont quasi inexistantes, remplacées par des pistes de terre qui deviennent totalement impraticables pendant la saison des pluies, de décembre à mai. À cette période, la péninsule se retrouve complètement isolée du reste de l'Australie par voie terrestre.
Se rendre au Cap York est une véritable épreuve, même pour les conducteurs de 4x4 les plus aguerris. Il faut traverser des rivières à gué, lutter contre la boue et être prêt à vivre en totale autonomie. Mais la récompense de ces efforts est inestimable. Une rencontre avec une nature intacte, une culture aborigène millénaire et un sentiment d'isolement total de la civilisation. C'est un endroit où l'on peut encore ressentir l'âme d'un véritable explorateur. Plongeons à nouveau dans les eaux glaciales de l'Atlantique Sud. Les îles Malouines nous attendent. Cet archipel lointain, territoire d'outre-mer britannique, se trouve à 500 kilomètres des côtes argentines. L'Argentine, d'ailleurs, en revendique toujours la souveraineté. C'est cette dispute territoriale qui a mené, en 1982, à la guerre des Malouines. Mais en temps de paix, ces îles sont un lieu paisible et d'une beauté époustouflante. Le paysage y est rude et sauvage, des collines dénudées, des landes de bruyères et un littoral déchiqueté. La véritable richesse des Malouines, c'est sa faune exceptionnelle. On y trouve d'immenses colonies de manchots, de 5 espèces différentes, dont les majestueux manchots royaux, sans oublier les lions de mer, les phoques et des centaines d'espèces d'oiseaux. La population humaine s'élève à seulement 3000 habitants, tandis que l'on compte près d'un demi-million de moutons. La vie s'y écoule paisiblement et le sentiment d'appartenance à la communauté y est très fort. En raison de leur isolement géographique et de leur histoire politique complexe, les Malouines demeurent l'une des communautés les plus isolées, mais aussi l'une des plus uniques au monde. Plus au sud encore, au cœur du souffle glacé de l'Antarctique, nous allons découvrir un territoire baptisé la Géorgie du Sud et les îles Sandwich du Sud. C'est un autre territoire britannique d'outre-mer, mais ici, contrairement aux îles Malouines, il n'y a pas de population permanente. On y trouve seulement des scientifiques et du personnel de musée sur l'unique base de Grytviken. Cette chaîne d'îles est un véritable oasis antarctique. Les paysages y sont tout simplement à couper le souffle. Des montagnes pointues, recouvertes de glaciers et s'élevant directement de l'océan, rappelant les Alpes. Mais la principale attraction, c'est la faune. Sa densité y est juste incroyable. Sur les plages de la Géorgie du Sud, on observe les plus grandes colonies de manchots royaux au monde, comptant des centaines de milliers d'individus. On y trouve également des colonies d'otaries et d'éléphants de mer, où des millions d'animaux se rassemblent. C'est l'une des zones les plus inaccessibles de la planète. On ne peut s'y rendre qu'à bord d'un navire d'expédition, et ce, uniquement pendant le court été antarctique. C'est un véritable monde perdu, où la nature sauvage règne en maître dans toute sa splendeur originelle. Retour en Arctique, plus précisément dans l'archipel norvégien du Svalbard. Cette fois, notre intérêt ne se porte pas sur sa fameuse réserve mondiale de semences, mais sur sa capitale, la ville de Longyearbyen. C'est la ville la plus septentrionale du monde, avec une population de plus de 1000 habitants. Elle se situe bien au-delà du cercle polaire arctique. Ici, la vie est entièrement dictée par le rythme arctique. 4 mois par an, c'est la nuit polaire, et 4 autres mois, le jour polaire. Mais le plus surprenant dans cette ville, ce sont ses lois et règles dictées par des conditions extrêmes. Par exemple, il est interdit d'y mourir. Oui, vous avez bien entendu. La ville ne possède pas de cimetière, car dans le permafrost, les corps ne se décomposent pas. C'est pourquoi les personnes gravement malades ou âgées en fin de vie sont renvoyées sur la terre ferme. Autre particularité, chaque habitant doit obligatoirement porter une arme lorsqu'il sort des limites de la ville. Non pas à cause de la criminalité, mais pour se protéger des ours polaires. Il y en a d'ailleurs plus sur l'archipel que d'habitants. Longyearbyen représente une expérience humaine unique, celle d'une société établie aux confins du monde habitable. De retour dans l'Himalaya, direction le royaume du Bhoutan. C'est le monastère de Taktsang Lakang qui nous y attend, plus connu sous le nom de Nid du Tigre. Il s'agit de l'un des lieux les plus sacrés et à la fois les plus inaccessibles du Bhoutan. Le monastère semble littéralement suspendu à une paroi rocheuse de granit, une falaise abrupte, à plus de 3000 mètres d'altitude, dominant la vallée de Paro de 900 mètres. La légende raconte qu'au 8e siècle, Guru Rinpoché, celui qui introduisit le bouddhisme au Bhoutan, serait venu sur cette falaise à dos de tigresse et aurait médité dans l'une de ses grottes.
La simple vue de ce monastère comme collé à la falaise défiant toutes les lois de la physique est tout simplement à couper le souffle. Y accéder relève déjà du pèlerinage. Le chemin requiert plusieurs heures de marche sur un sentier de montagne escarpé. Auparavant, il n'y avait même pas de sentier balisé, et les moines vivaient dans un isolement total. Ce n'est pas qu'une simple merveille architecturale, c'est un lieu d'une incroyable puissance spirituelle, où son inaccessibilité même participe à l'expérience méditative. C'est le symbole de l'aspiration humaine à se détacher de la vanité terrestre et à s'élever, au sens propre comme au sens figuré, toujours plus près du ciel. Nous allons maintenant nous rendre au cœur du Pacifique, pour y être les premiers à célébrer le Nouvel An sur la planète. Notre destination, l'atoll de Kiritimati, plus communément appelé l'île Christmas. Faisant partie de la République de Kiribati, c'est le plus grand atoll corallien du monde par sa superficie terrestre. Mais sa caractéristique la plus remarquable est sans doute sa position géographique. Il se situe en effet juste à l'aplomb de la ligne de changement de date internationale. Grâce à cette particularité, les habitants de Kiritimati, ainsi que les rares touristes qui s'y aventurent, ont le privilège d'accueillir chaque nouveau jour et chaque nouvelle année avant tout le monde. Cependant, atteindre ce véritable paradis du Nouvel An n'est pas une mince affaire. L'atoll est perdu à des milliers de kilomètres des continents les plus proches. Les liaisons aériennes régulières ne se font qu'avec les îles Fidji et Honolulu, et les vols sont malheureusement peu fréquents. Une grande partie de l'atoll est une réserve naturelle protégée, abritant des millions d'oiseaux marins qui y nichent. Ici, la vie s'écoule à un rythme apaisant, en parfaite harmonie avec l'océan. C'est un lieu où le temps prend une dimension différente. Isolé de l'agitation et des nouvelles du monde, Kiritimati offre une occasion unique de se reconnecter avec la nature et, littéralement, de prendre de l'avance sur l'ensemble de la planète. Quittons les merveilles naturelles pour explorer des fantômes du passé, forgés de main d'homme. Nous retournons en Europe, au Royaume-Uni, mais cette fois-ci, loin de la terre ferme. Notre destination, les forts de Maunsell, situés à l'embouchure de la Tamise. Ces structures semblent tout droit sorties d'un film de science-fiction. Imaginez des groupes de tours dressées sur de hautes pattes métalliques, plantées au beau milieu de la mer. Elles évoquent irrésistiblement les robots marcheurs géants de la guerre des mondes. Pourtant, leur origine est bien terrestre. Ces forteresses maritimes ont été érigées pendant la Seconde Guerre mondiale pour protéger Londres des assauts aériens et navals allemands. Leurs plateformes abritaient des canons anti-aériens et des radars. Une fois la guerre terminée, elles furent abandonnées. Dans les années 60, elles devinrent le refuge de radios pirates qui y émettaient, échappant ainsi à la juridiction britannique. Aujourd'hui, les forts de Maunsell ne sont plus que des monuments rouillés et abandonnés de l'ingénierie militaire. On ne peut les atteindre qu'en bateau, par beau temps, mais y débarquer est périlleux. Elles se dressent solitaires, au milieu des vagues grises, telles des sentinelles mutiques, presque extraterrestres, gardiennes de l'écho de la guerre et de l'esprit rebelle des années 60. Maintenant, cap sur l'Égypte, mais loin des clichés habituels, loin des pyramides et de la vallée du Nil. Notre destination, l'oasis de Siwa, un trésor enfoui au plus profond du désert libyque, non loin de la frontière libyenne. Pendant des millénaires, cette oasis a vécu dans un isolement quasi total du reste du monde. Le chemin pour y parvenir, à travers un désert inhospitalier, prenait des semaines et était extrêmement périlleux. C'est grâce à cette coupure que Siwa a pu préserver une culture et une langue absolument uniques, le siwi, qui appartient au groupe berbère et est incompréhensible pour la plupart des autres Égyptiens. Dans l'Antiquité, Siwa était célèbre pour son temple de l'oracle du dieu Amon. Alexandre le Grand lui-même s'y est rendu pour connaître son destin. Cette oasis est une véritable île de verdure au milieu d'une mer de sable. Des milliers de palmiers dattiers et d'oliviers y poussent, et ses lacs salés ainsi que ses sources d'eau douce créent des paysages d'une beauté à couper le souffle. Ce n'est qu'à partir des années 80 du siècle dernier qu'une route goudronnée a été construite, reliant enfin Siwa à la côte méditerranéenne. Mais même aujourd'hui, un voyage à Siwa reste une véritable immersion dans un autre monde, un lieu figé dans le temps,
Embarquons maintenant pour les côtes écossaises, direction l'archipel de Saint Kilda. C'est l'un des endroits les plus isolés de toute l'Europe. Situé dans l'océan Atlantique, à 64 km à l'ouest des Hébrides extérieures, il est célèbre pour ses paysages spectaculaires, abritant les plus hautes falaises maritimes de tout le Royaume-Uni. Pendant au moins 2 millénaires, une petite communauté a subsisté sur ces îles. Leur existence y était d'une rudesse inouïe. Ils survivaient grâce à l'élevage d'une race locale de moutons uniques et à la chasse aux oiseaux marins nichant sur les falaises abruptes. C'était la communauté la plus isolée de Grande-Bretagne, mais au début du XXe siècle, la vie y est devenue tout simplement intenable. Les maladies apportées par de rares touristes et la Première Guerre mondiale ont sapé leur mode de vie ancestral. En 1930, les 36 derniers habitants ont demandé au gouvernement de les évacuer vers la terre ferme. Depuis lors, l'archipel est resté inhabité. Aujourd'hui, Saint Kilda est un site classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, une ville fantôme où les maisons de pierre et les enclos à bétail témoignent de l'incroyable résilience des hommes et des femmes qui y vivaient au bout du monde. Direction l'Argentine maintenant pour découvrir une ville qui, littéralement, est ressuscitée des eaux. Il s'agit de Villa Epecuén. Autrefois, c'était une station balnéaire florissante, située au bord du lac salé de Lago Epecuén. Les eaux de ce lac étaient si salées qu'on les comparait à la mer morte, et des milliers de touristes y venaient pour soigner le rhumatisme et les affections cutanées. Mais en 1985, la catastrophe frappa. Après une période de pluie torrentielle et ininterrompue, la digue qui protégeait la ville finit par céder. L'eau commença à monter. Les habitants furent évacués et la ville fut lentement engloutie. Au milieu des années 90, elle était submergée sous 10 mètres d'eau. Pendant près de 25 ans, Villa Epecuén se transforma en l'Atlantide argentine. Mais ensuite, le climat changea à nouveau et les eaux commencèrent à se retirer. Ce qu'elle laissa derrière elle fut un paysage surréaliste et apocalyptique. Émergèrent des eaux les ruines de maisons, des carcasses de voitures et des arbres morts recouverts de sel. Aujourd'hui, Villa Epecuén est une ville fantôme, un rappel silencieux et terrifiant de la rapidité avec laquelle la nature peut reprendre ce que l'homme a construit. De retour en Antarctique, cette fois-ci cap sur la station Concordia. Il s'agit d'une base scientifique franco-italienne nichée dans l'un des environnements les plus hostiles de la planète, le plateau antarctique, dans une zone connue sous le nom de Dôme C. On se trouve ici à plus de 1000 km des côtes. Le froid y est glacial, avec une température moyenne annuelle de 54 degrés Celsius. Mais la principale particularité de Concordia, c'est son isolement absolu, surtout en hiver. De février à novembre, la station est complètement coupée du monde extérieur. Aucun avion ne peut s'y poser. Une équipe d'environ 15 personnes, les hivernants, se retrouve alors seule, livrée à elle-même pendant 9 longs mois, plongée dans la nuit polaire éternelle, l'air raréfié et des températures extrêmes. C'est précisément pour toutes ces raisons que l'Agence spatiale européenne utilise Concordia pour ses recherches. Les conditions y sont si proches de celles d'une mission spatiale de longue durée, par exemple vers Mars, que la station a été surnommée Mars Blanche. Les scientifiques y étudient comment le corps et l'esprit humain réagissent à l'isolement prolongé et au stress, préparant ainsi l'humanité au futur voyage interplanétaire. Pour notre prochain arrêt, cap sur l'Écosse, mais cette fois direction l'île de Barra, nichée au cœur des Hébrides extérieures. Ce qui rend cette île vraiment unique, c'est son aéroport, ou plutôt son emplacement. En effet, la piste de l'aéroport de Barra n'est autre que la plage de Treigmore. C'est, tenez-vous bien, le seul aéroport au monde où des vols réguliers atterrissent directement sur le sable. Non, ce n'est pas une blague. L'intégralité du planning des vols est dictée par les marées. À marée haute, la piste disparaît tout simplement sous l'eau. De petits avions turbopropulseurs se posent directement sur le sable humide. L'aéroport n'est opérationnel qu'en journée, faute d'éclairage la nuit. En cas d'urgence nocturne, la piste peut être éclairée par les phares de voiture. C'est un lieu fascinant où la technologie moderne se doit de s'incliner face aux rythmes ancestraux de la nature.
L'île en elle-même est un véritable joyau, un coin de verdure parsemé de collines, de dunes de sable et d'anciens châteaux, mais c'est son aéroport de plage, unique au monde, qui en fait un lieu vraiment inoubliable, comme coupé du monde moderne et de ses pistes d'atterrissage en béton. Direction l'extrême nord des États-Unis, en Alaska, vers Utqiagvik, ville autrefois connue sous le nom de Barrow. C'est la ville la plus septentrionale des États-Unis et même l'une des plus septentrionales du monde. Elle borde l'océan Arctique bien au-delà du cercle polaire. Aucune route carrossable ne dessert la ville. On ne peut y accéder que par les airs. En hiver, l'océan gèle, coupant ainsi la ville du reste du monde par voie maritime pendant plusieurs mois. La vie y dépend entièrement de l'aviation, qui achemine absolument tout, des denrées alimentaires au courrier. Mais la particularité la plus frappante d'Utqiagvik, c'est le soleil. En novembre, il disparaît sous l'horizon et ne réapparaît pas avant environ 65 jours. C'est la nuit polaire. En été, à l'inverse, le soleil ne se couche pas pendant près de 3 mois. La majorité de la population est composée d'Inupiats, les autochtones de l'Alaska, qui maintiennent encore leur tradition et pratiquent la chasse à la baleine. C'est un endroit rude, mais d'une beauté singulière, où les habitants ont appris à vivre en harmonie avec une nature arctique extrême. De nouveau en Chine, nous partons à la découverte d'un autre lieu qui a longtemps gardé ses mystères. Il s'agit du district de Médog, au Tibet, parfois surnommé le jardin secret de l'Himalaya. Sa spécificité est d'être le seul district tibétain à jouir d'un climat tropical. Il se niche à une altitude bien plus basse que le reste du plateau tibétain, au cœur du canyon de la rivière Yarlung Tsangpo, qui n'est autre que le canyon le plus profond du monde. Bananiers et palmiers y prospèrent, et ses paysages évoquent une jungle luxuriante. Mais c'est précisément cette géographie particulière qui a rendu Médog pratiquement inaccessible. D'immenses montagnes enneigées l'ont longtemps isolé du reste du monde. Jusqu'à une époque récente, seul un sentier dangereux, traversant un col de montagne et praticable quelques mois par an, permettait de l'atteindre. Médog fut ainsi le dernier district de Chine à être dépourvu de routes carrossables. Sa construction, qui a duré près d'un demi-siècle, fut un combat incessant contre les glissements de terrain et les coulées de boue, et elle n'a été inaugurée qu'en 2013. Grâce à son isolement, Médog a pu préserver une biodiversité incroyable et la culture unique de ses populations locales, demeurant ainsi l'un des coins les plus mystérieux et les moins explorés d'Asie. Mettons le cap sur l'océan Indien vers les îles Cocos, également connues sous le nom d'île Keeling. C'est un territoire australien composé de 2 atolls et de 27 îles coralliennes. L'histoire de ces îles est unique. Au XIXe siècle, un négociant écossais, John Clunies Ross, y a établi une plantation de cocotiers, faisant venir des travailleurs malais pour la cultiver. De fait, il a créé sur ces îles son propre état féodal, sur lequel sa famille a régné pendant près de 150 ans. Ils frappaient à leur propre monnaie et exerçaient un pouvoir absolu. Ce n'est qu'en 1978 que l'Australie a racheté les îles à la famille Cluny Ross et en 1984, les habitants ont voté en faveur de leur rattachement à l'Australie. Cependant, une culture unique y subsiste encore aujourd'hui. La majorité de la population est constituée de Malais Cocos qui parlent leur propre dialecte malais et pratiquent l'islam. C'est un exemple fascinant de la manière dont, sur un minuscule fragment de terre isolé au milieu de l'océan, peut se développer une société totalement unique en son genre, avec sa propre histoire, sa langue et ses traditions. Maintenant, cap sur les îles Féroé, un archipel autonome danois perdu au cœur de l'Atlantique Nord. Notre regard se pose sur le minuscule village de Gassadalur. Jusqu'à une époque récente, c'était l'une des localités les plus isolées d'Europe. Ce village, d'à peine une vingtaine d'habitants, est niché au bord d'une falaise dominant l'océan. Sur 3 côtés, il est cerné par de hautes montagnes escarpées. Pendant des siècles, le seul moyen d'accéder à Gassadalur ou d'en partir était un sentier de montagne périlleux, serpentant à travers un col de 400 mètres d'altitude. Le facteur devait effectuer ce difficile trajet 3 fois par semaine. Toutes les marchandises et provisions étaient portées à dos d'homme. Un tel isolement a entraîné un déclin constant de la population du village, le menaçant d'extinction pure et simple.
Mais en 2004, un événement majeur a tout bouleversé. Un tunnel routier a été percé à travers la montagne. Le village a enfin été relié au reste du monde. Aujourd'hui, Gassadalur, avec sa célèbre cascade qui plonge directement dans l'océan, est devenue une destination touristique prisée. Il demeure cependant un symbole de la persévérance humaine, de la volonté de vivre chez soi, même dans un isolement extrême. Plongeons à nouveau dans l'océan Atlantique, cette fois-ci pour découvrir l'île de l'Ascension. C'est une île volcanique isolée, située quasiment à mi-chemin entre l'Afrique et l'Amérique du Sud. Elle fait partie du territoire britannique d'outre-mer, au même titre que Sainte-Hélène et l'archipel de Tristan da Cunha. Il n'y a pas de population indigène permanente sur l'île. Les seuls habitants sont les personnels des bases militaires britanniques et américaines, et leurs familles. L'île revêt une importance stratégique considérable. Elle abrite une importante station de surveillance utilisée par la NASA, l'US Air Force et l'Agence spatiale européenne ESA pour le suivi des lancements de fusées et de satellites. Durant la guerre des Malouines, l'île a également servi de base stratégique essentielle pour les forces armées britanniques. Pendant longtemps, l'accès à l'île de l'Ascension a été pratiquement interdit aux touristes, nécessitant une autorisation spéciale. Bien que les règles d'accès se soient légèrement assouplies aujourd'hui, l'île demeure un territoire fermé et fortement militarisé. Ses paysages volcaniques désertiques, recouverts de lave figée, et ses immenses antennes pointées vers le ciel, confèrent à l'endroit l'allure d'un avant-poste extraterrestre. Aujourd'hui, nous partons en France, en Bretagne, pour découvrir un lieu dont l'isolement ne se mesure pas en kilomètres, mais en millénaires. C'est le complexe mégalithique de Karnak. Ce n'est pas un simple amoncellement de pierres, c'est la plus grande concentration de mégalithes au monde. Ces gigantesques pierres préhistoriques érigées par l'homme. Ici, sur plusieurs hectares, plus de 3000 menhirs sont plantés, formant de longues allées quasi parallèles qui s'étendent sur 4 kilomètres. Ces pierres ont environ 6 à 7 000 ans. Elles sont plus anciennes que Stonehenge et les pyramides d'Égypte. Et c'est là que réside leur isolement. Nous ne savons absolument rien des hommes qui les ont érigées. Ils n'avaient pas d'écriture et n'ont rien laissé derrière eux, hormis ces pierres silencieuses. Quel était leur but? Un gigantesque observatoire? Un complexe religieux? Des allées menant vers l'au-delà? Nous n'avons que des théories. Karnak est un message venu du fond des âges, écrit dans une langue que nous ne pouvons déchiffrer. C'est un mystère, isolé de nous par un infranchissable mur du temps. Chut. Et nous voilà parvenus, littéralement, à l'endroit le plus isolé et inaccessible de la planète, l'île de North Sentinel. Cette petite île, située dans le golfe du Bengale et faisant partie des îles Andaman en Inde, est un lieu dont l'accès est strictement prohibé à tous. Et cette interdiction ne vient pas seulement du gouvernement indien, qui a déclaré l'île et ses eaux environnantes zone d'exclusion. Le véritable interdit, cependant, émane des habitants de l'île eux-mêmes. Les sentinelles sont l'une des dernières tribus non contactées au monde. Ils vivent en totale isolation de la civilisation moderne, et ce, depuis environ 60 000 ans, selon les estimations. Ils rejettent toute tentative de contact. Quiconque s'approche de leur île, qu'il s'agisse de pêcheurs, d'explorateurs ou de missionnaires, est accueilli par une pluie de flèches. Ils ne veulent rien avoir en commun avec nous. Nous ne connaissons ni leur langue, ni leur nombre, ni leurs coutumes. Ils sont une énigme vivante, un vestige de l'âge de pierre au XXIe siècle. Et leur défense farouche de leur isolement est peut-être le seul moyen pour eux de survivre et de préserver leur culture unique, intacte et à l'abri de notre monde. C'est une isolation absolue, délibérée et farouchement préservée. Mais le fait le plus frappant de toute cette histoire, ce ne sont ni les montagnes, ni même les océans, ce sont les êtres humains. Nous avons vu des endroits où la vie semble impossible, au pôle du froid, au sommet du monde, au milieu d'un océan déchaîné. Et pourtant, des gens y vivent. Ils créent des communautés, préservent des traditions et trouvent le moyen de s'épanouir dans des conditions que la plupart d'entre nous qualifieraient d'enfer. Dans les points les plus isolés de la planète, là où le désespoir devrait a priori régner,
C'est souvent le sentiment de communauté le plus fort qui voit le jour. Lorsque votre seul voisin se trouve à des centaines de kilomètres, le lien avec lui devient vital. Ils dépendent les uns des autres d'une manière que nous, citadins, avons depuis longtemps oubliée. Cela nous rappelle que l'être humain est un être social, même au bout du monde. Et voici le tournant majeur. Au XXIe siècle, même dans ces recoins oubliés du monde, Internet fait son apparition. L'isolement devient relatif. Des enfants de l'île de Pitcairn peuvent suivre des cours en ligne, et des scientifiques de la station Vostok peuvent communiquer avec leurs familles par visioconférence. Le monde se contracte et même les endroits les plus inaccessibles se rapprochent un peu. Cela change tout, effaçant des frontières qui semblaient éternelles. Ainsi, nous avons fait un voyage autour du monde, à travers des lieux qui défient notre conception des limites du possible, des étendues glacées de l'Antarctique aux atolls perdus dans l'océan. Merci d'avoir passé ce moment avec nous. Si cette aventure virtuelle vous a plu, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu et de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer nos prochaines histoires incroyables. Et maintenant, une question pour vous. Dans lequel de ces endroits aimeriez-vous passer une semaine et lequel vous effraie le plus ? Écrivez-le en commentaire, nous serions ravis de lire vos réflexions.